Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration en profondeur. Bonjour. Notre mission du jour, c'est de décortiquer un phénomène absolument universel. On le connaît tous. Ah ça oui. Cette force invisible qui nous pousse inlassablement à tout remettre au lendemain. La fameuse procrastination. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, on plonge dans les concepts développés par Jean-Yves Pons dans son ouvrage Vaincre la procrastination, qui a été publié en 2015. Un livre de référence sur le sujet. Tout à fait. Et l'objectif ici n'est pas de juste survoler la question. On veut vraiment offrir à quiconque nous écoute un véritable raccourci vers la compréhension de sa propre mécanique cérébrale. C'est le but, oui. Comprendre sans se noyer dans la théorie. Exactement. Il s'agit de comprendre les rouages psychologiques de ce comportement sans surcharge d'informations et surtout de voir comment reprendre le contrôle de son temps. Bon, décortiquons ça et je voudrais préciser d'emblée une chose fondamentale. Vas-y. Il ne s'agit pas ici de distribuer des bons ou des mauvais points. L'idée, ce n'est pas de culpabiliser, mais plutôt d'analyser une ingénierie mentale qui est, pour être tout à fait honnête, extraordinairement sophistiquée. C'est un point de départ crucial. Le réflexe naturel, face à un dossier en retard ou un projet qu'on repousse pour la centième fois, c'est l'autoflagellation. Oh oui, on se dit qu'on est nul, qu'on n'a aucune discipline. Voilà, on se perçoit comme désorganisé ou manquant cruellement de volonté. Mais si on prend un peu de hauteur, on réalise que la procrastination n'a absolument rien d'un défaut moral. C'est pas une tare. Pas du tout. C'est en fait un système de défense. C'est une réponse physiologique et psychologique très précise que notre esprit met en place pour faire face à une menace perçue. Disons que c'est une stratégie d'évitement, pas une faille de caractère. Mais attends, commençons par démonter l'idée reçue la plus tenace, parce qu'on associe presque systématiquement ce comportement à de la paresse. C'est le grand classique. Il y a cet exemple génial dans nos sources, repousser l'apprentissage du russe parce que l'alphabet est trop complexe, ça on peut le comprendre. C'est un vrai effort cognitif. Oui, mais remettre à plus tard le fait de jeter des brocolis moisis qui traînent au fond du frigo, Ah, les fameux brocolis du désespoir. c'est ça. On les a achetés plein de bonnes intentions pour commencer un régime, on les oublie, et au moment où on devrait les jeter, paf, on se met soudainement à lire un livre offert par un oncle lointain. Un livre qu'on abandonne d'ailleurs au bout de 10 pages. Exactement. Donc, face à ça, la question se pose légitimement. Affirmer que ce n'est pas de la paresse, est-ce que ce n'est pas juste une excuse psychologique un peu facile pour se dédouaner de ses responsabilités? Ce qui est fascinant ici, c'est justement de comprendre ce qui se passe sous le capot. Ce n'est pas une excuse, c'est un diagnostic clinique de notre neurologie. Le cerveau humain ne repousse pas les brocolis par oisiveté. Il le fait, pourquoi alors? Il le fait parce qu'il cherche un refuge contre des angoisses profondes. Les recherches mettent en lumière 3 peurs majeures qui paralysent l'action. La première étant assez évidente, j'imagine. Oui, la première, c'est la peur de l'échec. La logique de notre cerveau reptilien est implacable de ce côté-là. Si on ne commence jamais une tâche, on ne peut techniquement pas y échouer. C'est exactement ça. On échoue seulement à démarrer la tâche, ce qui pour notre ego est infiniment moins destructeur que de rater le projet lui-même après y avoir mis toute son âme. Donc, si je comprends bien, l'inaction devient un bouclier protecteur. C'est presque de la préservation de soi. C'est le mot juste, de la préservation. Ensuite, il y a la deuxième peur, qui est la peur de l'imperfection. Et ça, c'est le moteur principal du perfectionnisme. Le perfectionnisme, qui n'est pas vraiment une qualité, contrairement à ce qu'on dit en entretien d'embauche. Loin de là. C'est souvent un trouble anxieux déguisé en exigence professionnelle. Tant qu'un roman, un rapport ou disons un projet de rénovation installe l'état d'idée, il demeure virtuellement parfait dans notre esprit. Et il ne peut subir aucune critique. Précisément. Le commencer, c'est accepter de le confronter à la réalité matérielle, donc à la médiocrité potentielle. Et la troisième angoisse, c'est Sam. C'est la peur de ne pas être à la hauteur de l'enjeu, ce fameux syndrome de l'imposteur. Face à ces 3 menaces perçues, la procrastination se déploie vraiment comme une armure. Et cette armure nous pousse parfois à des comportements totalement absurdes. C'est ce qui est décrit comme le syndrome de la quête du Graal dans le texte. Ah oui, l'illusion de la solution parfaite. Imaginons quelqu'un qui achète un ouvrage extrêmement pointu sur l'organisation personnelle. Cette personne est persuadée que cet objet précis détient la formule magique qui va métamorphoser sa vie du jour au lendemain. Et que se passe-t-il en général? Eh bien, l'objet finit sur une table de chevet, abandonnée après la lecture de l'introduction, sans qu'absolument aucun exercice n'ait été testé. C'est l'achat compulsif d'espoir. Oui, on consomme la promesse de la solution pour apaiser l'angoisse immédiate sans jamais s'attaquer au problème réel.
Et c'est là qu'entre en jeu une bataille biologique très ancienne. Ce comportement de fuite s'explique par un conflit direct entre deux zones de notre cerveau. Une vraie guerre civile, sous notre crâne. Totalement. D'un côté, on a le cortex préfrontal, c'est le siège de la pensée logique, de la raison et de la planification à long terme. C'est l'adulte dans la pièce. Et de l'autre côté, De l'autre, le système limbique, c'est l'une des parties les plus anciennes de notre cerveau qui gère nos émotions et surtout le circuit de la récompense. et ce système limbique, il veut quoi? Il est programmé pour exiger du plaisir immédiat, de la gratification instantanée. Pour illustrer cette dynamique, il y a cette analogie très parlante dans notre analyse, celle de l'ogre affamé de sucre. L'ogre affamé de sucre, oui. C'est une image qui marque vraiment. Notre cerveau est cet ogre. Si on ne lui donne que des desserts, c'est-à-dire des sources de dopamine instantanées et sans effort, il s'en gave frénétiquement. On parle de quoi là? Faire défiler des vidéos courtes sur son téléphone. Faire défiler des vidéos, scroller à l'infini sur les réseaux, manger de la malbouffe, il adore ça. Mais il n'est jamais nourri en profondeur. C'est du sucre rapide intellectuel. Exactement. Le système limbique gagne la bataille sur le court terme, mais le cortex préfrontal génère ensuite une culpabilité massive, parce que les vrais objectifs de fond ne sont pas atteints. Et j'imagine que la solution n'est pas de simplement supprimer tous les plaisirs pour affamer l'ogre. C'est voué à l'échec. La mécanique, pour reprendre le contrôle, c'est de rassasier cet ogre d'abord de plats de résistance. Donc les tâches importantes, les projets qui demandent de la concentration. Oui, on lui donne ça d'abord, avant de lui accorder consciemment ces fameux desserts en récompense. Cette addiction neurologique à l'immédiateté dont on vient de parler, ça prend une toute autre dimension quand on regarde notre environnement moderne. Les obstacles se multiplient partout. Et le monde moderne est conçu pour nourrir le système limbique. C'est clair. Et c'est notre deuxième axe de réflexion aujourd'hui, les facteurs aggravants. On ne va pas s'attarder sur le fait que nos téléphones sont des machines à distraire, ça tout le monde le sait. Mais il y a un phénomène bien plus pernicieux au bureau. La surcharge d'informations. Oui, la fameuse surcharge sous couvert de bonne volonté. On a tous en tête ce profil si reconnaissable du collègue dévoué, celui qui, pour t'aider sur un dossier, te transfère 50 tableurs, 3 études de marché et des historiques de mails de l'année dernière. Ce collègue, sans le vouloir bien sûr, provoque ce qu'on appelle la paralysie analytique. C'est le court-circuit complet. Complètement. Face à une telle montagne de données, le cortex préfrontal est incapable de trier la pertinence de l'information. L'effort cognitif demandé juste pour évaluer par où commencer est tel que le système limbique tire la sonnette d'alarme. Il crie au secours et pousse à la fuite. C'est ça, on ferme le dossier et on va se faire un café. C'est exactement ce qui se passe. Et cette paralysie est aggravée par une méconnaissance totale de nos propres limites physiologiques. On baigne dans cette culture toxique de l'hyperproductivité, Où on valorise le fait de travailler sans relâche pendant des heures sans s'arrêter. alors que les données scientifiques de l'ouvrage sont formelles. La capacité de concentration optimale du cerveau humain plafonne autour de 45 minutes. Ce n'est pas une petite suggestion de bien-être, c'est une limite biologique stricte. C'est un fait fascinant. Et pourtant très souvent ignoré. Dépasser ce seuil de 45 minutes sans ménager de véritables pauses ne génère absolument pas de valeur ajoutée. Ça génère quoi, alors? De l'épuisement cognitif pur et simple. Le cerveau brûle tout son glucose, la tension s'effondre. Vouloir s'enfermer dans une salle pour travailler 3 heures d'affilée sur une présentation complexe, c'est une illusion complète. C'est presque contre-productif. Pire que ça, c'est un carburant pour la procrastination future, parce que le cerveau va associer cette tâche précise à une souffrance et à un épuisement extrême, et il fera tout pour l'éviter la fois suivante. D'où l'importance de fractionner son travail. Et ça nous amène à un autre piège redoutable que le livre aborde, le décalage temporel. C'est un phénomène que tout le monde a expérimenté. Le fameux soufflet qui retombe. Voilà. Il y a le moment T, l'instant précis où on a une idée brillante. On décide de lancer un nouveau projet professionnel ou de rénover une maison. À cet instant, l'enthousiasme est à son paroxysme. On visualise déjà le succès. On se voit déjà couper le ruban d'inauguration. Et puis, les jours passent. L'état d'esprit change. La citation du philosophe Héraclite ramenée par l'auteur prend tout son sens ici. Rien n'est permanent, si ce n'est le changement. L'enthousiasme initial s'évapore très vite face aux premières contraintes logistiques. Si on connecte cela à la vue d'ensemble, l'erreur fondamentale est de concevoir la motivation comme un réservoir. Un réservoir qu'on remplirait une seule fois au départ. Exact. On croit qu'on le remplit au départ et que ça suffira jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est faux. L'érosion de l'enthousiasme est une loi naturelle incontournable. La motivation ne se conserve pas, elle se recrée continuellement. Donc,
Comprendre ce décalage temporel, c'est faire le deuil de l'élan parfait des tout premiers jours. Ça implique de cesser d'attendre que l'envie revienne miraculeusement pour se mettre au travail. Il faut accepter qu'il va falloir avancer mécaniquement, même quand la flamme n'y est plus du tout. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour avancer quand la flamme n'est plus là, il faut opérer un changement de paradigme complet. Abaisser ses certitudes pour reprendre le pouvoir. Il y a cette anecdote remarquable sur la formation des soldats d'élite américains, les GI. Une illustration parfaite de la prise de décision sous pression. Un journaliste observe un entraînement et demande à un instructeur comment ils font pour agir avec une telle rapidité sur le terrain, sans jamais hésiter. La réponse de l'instructeur est une vraie leçon de vie. Ils ne cherchent pas la certitude absolue. Jamais ils sont entraînés à prendre des décisions et à passer à l'action dès qu'ils atteignent 70% de certitude quant à leur plan. S'ils attendent d'avoir 100% des informations, toutes les garanties de succès sur un champ de bataille, la situation a déjà changé et c'est fatal. C'est une transposition brillante à notre psychologie quotidienne. Cette règle des 70% est le meilleur antidote possible contre le perfectionnisme paralysant dont nous parlions tout à l'heure. Dans nos vies professionnelles ou personnelles, attendre d'être totalement convaincu, c'est un piège. Attendre d'avoir le plan parfait, le moment idéal, l'alignement des planètes, c'est l'assurance absolue de l'immobilisme. Accepter d'avancer avec 30% d'incertitude et d'imperfection, c'est ce qui permet de survivre intellectuellement. Ça change complètement la donne face à l'échec. Oui, ça transforme notre rapport à l'erreur. Elle n'est plus une fatalité qu'il faut fuir à tout prix, mais un paramètre intégré dès le départ, une simple donnée à corriger en cours de route. Et cette acceptation de l'imperfection permet une bascule identitaire assez puissante. C'est le passage du statut de consommateur à celui de producteur. Une distinction fondamentale. Le consommateur subit son environnement. Il scrolle, il regarde des contenus créés par d'autres, il réagit aux urgences des autres dans sa boîte mail. Devenir producteur, c'est reprendre une posture active. C'est se demander consciemment ce qu'on va créer aujourd'hui avec nos mains ou notre cerveau, même si le résultat n'est pas parfait. Cela soulève une question importante. Comment fait-on concrètement pour opérer cette bascule mentale? C'est là qu'on aborde la métacognition. Exactement. Pour le dire simplement, la métacognition, c'est la capacité d'observer ses propres pensées. C'est pouvoir prendre du recul sur son propre fonctionnement mental au moment même où il s'opère, en temps réel. C'est réaliser à l'instant T, tiens, je suis en train de paniquer face à ce dossier et mon cerveau cherche une excuse pour fuir. C'est cette prise de conscience qui donne le pouvoir d'agir autrement. Et la mise en pratique de cette métacognition passe par un outil linguistique assez surprenant. Le texte suggère de bannir définitivement de notre vocabulaire intérieur les formules du type « il faut que » ou « je dois Des mots toxiques pour la motivation. ». Pourquoi ? Parce que dès qu'on se dit « il faut que je finisse ce rapport », on se place instantanément dans une position de victime. On subit une contrainte extérieure, le cerveau perçoit une menace à son autonomie et se braque. Et la parade est un simple en apparence ? 2. On court-circuite la réponse de panique du cerveau dont on parlait. On réengage le fameux cortex préfrontal, la zone du contrôle exécutif. Donc dire « je choisis de faire la comptabilité ce matin parce que je veux l'esprit tranquille ce week-end », ça change tout l'enjeu. Ce n'est plus une corvée aliénante, c'est une décision stratégique assumée. C'est la matérialisation de la fameuse pensée de Sartre ramenée par l'auteur « le choix, c'est la liberté ». Et ce qui est particulièrement libérateur, c'est que cette logique s'applique aussi à l'inaction. Comment ça? Si on décide de ne pas ranger son salon un dimanche après-midi pour pouvoir se reposer devant un film, on ne dit plus « je suis nul, je n'ai pas fait le ménage », on affirme « je choisis consciemment de laisser ce désordre aujourd'hui pour privilégier mon repos ». La conséquence physique est identique, le salon est en désordre, mais psychologiquement, la culpabilité disparaît totalement. On redevient le capitaine de son propre navire. Exactement. Ce rééquilibrage psychologique et ce refus de la culpabilité sont des fondations indispensables. Sans cela, aucune technique d'organisation au monde ne fonctionnera sur le long terme. Ce qui nous offre une transition parfaite vers la dimension la plus pratique de notre exploration, la fameuse boîte à outils. Passons à l'action. Une fois qu'on a compris le mécanisme interne, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement ? Le premier axe d'attaque, c'est la gestion de ce qu'on appelle les temps morts. Ces petites poches de temps éparpillées dans la journée. Oui, ces interstices de temps apparemment inutiles. Un trajet en métro, 20 minutes dans une salle d'attente chez le médecin, l'attente avant une réunion Zoom qui tarde à démarrer. L'idée n'est pas de combler le vide pour le simple plaisir d'être occupé, n'est-ce pas? Non, l'idée est d'utiliser ces poches de temps pour des micro-actions. Consacrer seulement 30 minutes par jour à lire sur un sujet pointu durant ces temps morts, ça semble anodin sur le moment. Mais par l'effet de l'accumulation, l'impact est massif.
Mathématiquement, cela représente des centaines d'heures sur une année. Ça transforme n'importe qui en expert en un an. C'est la magie de l'intérêt composé appliquée à la connaissance. Et pour encadrer ces moments d'action, qu'ils soient courts ou longs, il y a une méthode redoutable présentée dans l'analyse pour vaincre l'inertie de départ. C'est la règle des 3x30. Ah, j'adore cette méthode. Le protocole est vraiment chirurgical. Étape 1, l'isolation totale. Zéro notification, zéro mail en arrière-plan, téléphone dans une autre pièce si possible. Le silence radio complet. Et l'étape 2, c'est le déclencheur. On se donne précisément 3 secondes pour déclencher le mouvement physique de la tâche. Pas 4, pas 5, 3 secondes. Mais attends, 3 secondes, c'est extrêmement court. Pourquoi une fenêtre de tir aussi restreinte? On a à peine le temps de respirer. C'est précisément le but recherché. C'est un véritable court-circuit cognitif. Pour piéger le cerveau? Pour le prendre de vitesse, si on accorde à son cerveau 10 ou 15 secondes avant de commencer, on laisse le temps au cortex préfrontal d'analyser toute la complexité de la tâche et au système limbique de réveiller les 3 angoisses dont nous avons parlé au début. La peur de l'échec, de l'imperfection. Voilà. En agissant en 3 secondes, on prend de vitesse l'anxiété. Le corps est déjà en mouvement avant que la peur n'ait eu le temps de s'installer confortablement. Et ensuite? L'étape 3. On maintient l'effort pendant 30 minutes ininterrompues en respectant scrupuleusement cette fameuse limite biologique de concentration. C'est un sprint cadré, prévisible et donc très rassurant pour l'esprit. Prendre de vitesse sa propre anxiété, c'est une image brillante. Et cela valide une autre idée forte du livre. L'idée reçue selon laquelle il faudrait attendre d'être inspiré ou motivé pour agir est une aberration complète. C'est le monde à l'envers, c'est l'action qui crée la motivation et non l'inverse. Et il y a cette excellente analogie de la brouette remplie de sable pour illustrer cette physique de l'effort. Ah oui, très parlante. Au démarrage, soulever une brouette pleine demande un effort musculaire et conscient immense. C'est le moment le plus critique, ça pèse une tonne. Le premier pas coûte toujours le plus cher. Mais une fois que la roue tourne, l'inertie prend le relais et elle roule presque toute seule. Tout l'enjeu de la lutte contre la procrastination réside dans ce premier mouvement minimal. Écrire le simple mot « bonjour » sur un brouillon d'email ou ouvrir un document Word vierge et juste lui donner un titre. Et cette analogie de la brouette s'articule parfaitement avec un autre principe fondamental pour durer, la nécessité de fragmenter ses ambitions. Ce qui est illustré par le principe du kayak. C'est ça. Le problème, quand on s'attaque à un objectif majeur, c'est qu'on a le regard fixé sur le sommet de la montagne. C'est vertigineux, paralysant. Si on débute le kayak, viser immédiatement le titre de champion du monde n'a absolument aucun sens. Le seul objectif rationnel pour la toute première séance, c'est d'apprendre à tenir la pagaille correctement, dans le bon sens. C'est tout. Il faut délibérément oublier la lune et se concentrer de manière obsessionnelle sur le prochain petit pas. C'est en enchaînant ces réussites modestes mais concrètes que l'on construit une confiance en soi inébranlable. Viser la maîtrise de la pagaille plutôt que la médaille d'or, c'est une approche d'une grande humilité qui soulage immédiatement la pression ressentie. Enfin, le dernier outil indispensable de cette panoplie concerne non pas le travail, mais paradoxalement le repos. Le repos est aussi une stratégie. Oui, et il s'agit de faire la distinction vitale entre les vrais plaisirs et les faux plaisirs. On a souvent l'illusion de se détendre en scrollant frénétiquement sur un réseau social. Ou en enchaînant 5 épisodes d'une série le soir, sans même y prêter une réelle attention. Exactement. Mais la réalité neurologique est très différente. Faire défiler un réseau social n'est pas un loisir, c'est une anesthésie temporaire. C'est un faux plaisir, une simple fuite qui laisse l'esprit engourdi et nourrit un sentiment de culpabilité et de vide. Cette distinction est capitale pour la santé mentale et la prévention du fameux burn-out. Les faux plaisirs maintiennent le cerveau dans un état d'alerte. Une stimulation constante? Une stimulation dopaminergique passive, oui, sans jamais relâcher la tension nerveuse de fond. À l'inverse, les loisirs de qualité sollicitent d'autres sens et forcent le cerveau à changer de fréquence. On parle d'activités comme cuisiner un bon repas avec de vrais ingrédients, courir en extérieur ou simplement se promener en forêt. Ce genre de loisir réinitialise véritablement le système cognitif. Et c'est d'ailleurs un phénomène bien documenté par les neurosciences. C'est très souvent, pendant ces moments de déconnexion active, quand l'attention est relâchée, que les solutions aux problèmes complexes sur lesquels on bloquait émergent spontanément. Savoir encadrer ses pauses et choisir consciemment des activités de récupération de haute qualité est donc aussi stratégique que de savoir travailler efficacement. Totalement indispensable.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Si on prend un instant pour synthétiser les découvertes de notre plongée dans ces mécanismes, on réalise que remettre à demain est infiniment plus complexe qu'un simple manque d'organisation. C'est loin d'être un problème d'agenda. C'est la manifestation d'un conflit intérieur profond, une gestion permanente de notre anxiété face à l'échec et une lutte contre notre programmation neurologique primitive qui réclame sa dose de dopamine immédiate. Mais la bonne nouvelle, c'est que loin d'être une fatalité, c'est un système qu'on peut littéralement pirater. Oui, on le déjoue par l'action éclair avec la règle des 3 secondes, en court-circuitant toute réflexion paralysante. On apaise l'angoisse en acceptant d'avancer avec seulement 70% de certitude, reléguant le perfectionnisme au rang de dangereuses illusions. Et surtout, on s'émancipe de la contrainte en remplaçant la notion de devoir par le pouvoir absolu du choix, avec le fameux «je choisis de». C'est le cœur du propos de l'auteur. Il est fondamental de bien comprendre que l'objectif de toutes ces techniques n'est absolument pas de nous transformer en rouage ultra-productif d'un système économique. Ce n'est pas un manuel pour travailler plus. La véritable finalité est profondément existentielle. Il s'agit de reprendre la souveraineté sur notre propre temps, de restaurer notre autonomie face aux distractions. En maîtrisant ces mécanismes, on cesse d'être les otages de nos propres peurs et de cette culpabilité silencieuse qui ronge peu à peu l'estime de soi. C'est une quête de liberté intérieure, ni plus ni moins. Absolument. Et pour conclure, si nous projetons cette compréhension de l'esprit humain vers notre futur proche, cela ouvre une perspective de réflexion assez vertigineuse. Ah oui, hein? Laquelle? Si la procrastination repose fondamentalement sur une faille de notre système limbique, qui est avide de récompenses immédiates, on peut se demander comment les technologies de rupture de demain vont interagir avec cette vulnérabilité biologique. Tu penses à quoi, par exemple? Pensons aux intelligences artificielles génératives ultra personnalisées ou aux futurs environnements de travail immersifs en réalité virtuelle totale. Ces outils vont-ils évoluer pour exploiter cette faille, avec une précision algorithmique effrayante? En captant notre attention avec des stimuli si parfaits qu'ils exacerberont la procrastination à une échelle inédite dans l'histoire humaine. C'est le risque. Ou, à l'inverse, serons-nous capables de concevoir ces technologies pour pirater positivement notre propre cerveau? Tu veux dire coder nos futurs espaces numériques de manière à ce que les tâches analytiques les plus austères déclenchent une gratification neurologique immédiate? Exactement. Rendre la comptabilité aussi satisfaisante biologiquement que de gagner à un jeu vidéo. Cela résoudrait potentiellement et définitivement le bug millénaire de la procrastination. C'est un défi technologique et éthique majeur. Et c'est une excellente réflexion que nous laissons en suspens pour nourrir l'esprit critique de quiconque nous écoute aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage fascinant. Merci à toi, c'était un plaisir.